C'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Bienvenue à tous. Les titres. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui, mercredi 22 septembre. Le gouvernement a fait un point sur l'évolution des travaux pour les infrastructures sportives de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. À l'issue du conseil, le porte-parole a annoncé que les chantiers seront livrés au plus tard en juin 2022. Assemblée générale de l'ONU, le débat général s'est ouvert hier au siège des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État se sont prononcés sur des questions d'intérêt international. Le secrétaire général de l'ONU a appelé le monde à se réveiller face à des menaces et aux divisions qui l'assaillent. La commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire et le PNUD se sont réunis à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Il s'agit de faire le point de leurs activités communes. Ce bilan, qui porte sur les élections en Côte d'Ivoire, sera connu le 24 septembre prochain à l'issue des échanges. Et puis au Bénin, ce tête-à-tête entre le président Patrice Talon et son prédécesseur. Yahya Boni a exposé à son successeur une série de propositions et de demandes portant notamment sur la libération des détenus politiques. Bonsoir à tous. En ouverture de journal, le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui avec des sujets d'ordre économique et social comme l'intégration des personnes handicapées dans le tissu professionnel ou encore le déploiement de la SOTRA à Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korogo et la mise aux normes des infrastructures sportives de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Fijanaïma. Au tableau du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara, on relève la signature d'un projet de loi, la signature de 7 décrets, l'accord de nomination de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers et l'adoption de 10 communications émanant de différents ministères. Économie, développement des infrastructures, au volet social, 2 décrets ont été adoptés relatifs à l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en abrégé COTOREP, secteur public. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection civile, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais cette fois-ci du secteur privé, en abrégé COTOREP, secteur privé. Ces 2 décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, de façon à favoriser, bien entendu, leur inclusion sociale. Après Abidjan, le déploiement de la SOTRA à Bouaké est désormais réalité. Le gouvernement entend poursuivre cette extension dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Prévu depuis les années 80, le déploiement de la SOTRA dans la ville de Bouaké est effectif. Suite aux résultats probants de la phase pilote, la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la SOTRA à Bouaké est prévue pour ce vendredi 24 septembre 2021, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un réseau de 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des populations qui sera mis en route, opérant sur 8 lignes de transport public, qui sera déployé donc pour le démarrage de cette activité à Bouaké. Et à l'horizon 2023, la SOTRA va donc aligner 400 autobus qui vont opérer sur un total donc de 10 lignes avec 1300 emplois directs qui seront créés et 2000 emplois indirects. Aussi, afin d'accompagner le développement équilibré du territoire et de satisfaire les besoins de mobilité urbaine, le Conseil prévoit, sur la période 2021-2023, le déploiement de la SOTRA ou d'un système de transport par autobus dans les villes de l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo,
crash de l'avion de l'armée ivoirienne survenu dans la nuit du jeudi 9 septembre au vendredi 10 septembre à la frontière nord du pays, une communication sur les premières conclusions de l'enquête a été présentée en Conseil des ministres. Les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain du crash de cet aéronef, un hélicoptère de l'armée ivoirienne, indiquent qu'il serait survenu suite à des conditions météorologiques défavorables. Les premières constatations pensent que l'aéronef a pu être frappé par la foudre, mais à partir du moment où une des boîtes noires a été trouvée, la deuxième étant toujours en train d'être cherchée, leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient donc ces conditions météorologiques qui ont été à la cause du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage, constitués de 3 instructeurs étrangers et de 2 opérateurs ivoiriens. Évidemment, le Conseil a une pensée pour la mémoire de ces disparus et un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général. En ce qui concerne donc les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement donc de leur corps. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour abriter ce grand rendez-vous sportif? Le Conseil des ministres s'est penché sur le dossier. Et on peut dire que globalement, le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc pour la Cannes dès 2022, juin 2022. Cependant, il existe des normes de la FIFA et des normes de la CAF, et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes. Ainsi, donc, le stade des Bimpe, qui a été livré, est fermé pour cette mise en conformité. Et même si le stade de Yamoussoukro est achevé à plus de 90%, la pelouse est impeccable, mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification qui nous restent puissent être joués à l'étranger, et c'est ce qui sera fait. C'est des matchs qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire, mais en raison de cette opération de mise en conformité de nos installations, ces matchs vont se dérouler à l'étranger. Prochain Conseil des ministres, le 6 octobre. Le débat général de la 76e Assemblée générale des Nations unies s'est ouvert hier au siège à New York. Les progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie à coronavirus et également la disponibilité des ressources pour surmonter les défis mondiaux restants ont été mis sur le tapis. Le point de la première journée avec notre envoyé spécial à l'ONU, Michel Digré. C'est une effervescence qu'il n'avait pas connue depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Le siège des Nations Unies à New York renoue avec ses ambiances des grands jours le temps de l'ouverture du débat général. Les chefs d'État ou de gouvernement se succèdent au pupitre pour leurs déclarations. Quand le secrétaire général des Nations Unies prend la parole, le ton est grave, Antonio Guterres est formel, le monde va mal. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme. Le monde doit réagir d'urgence. Nous sommes au bord de l'abîme et nous allons à reculons. Jamais notre monde n'a été aussi menacé ou plus divisé. Nous faisons face à la plus grande avalanche de crise de notre existence. La pandémie de Covid-19 a amplifié des inégalités déjà flagrantes. La crise climatique s'abat sur la planète. De l'Afghanistan à l'Éthiopie, en passant par le Yémen et ailleurs, les bouleversements font échec à la paix. À la tête de la délégation ivoirienne aux Nations Unies, la ministre Kandia Camara décrypte le discours d'Antonio Guterres. Concernant la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19, il a demandé aux États qui ont des moyens de mettre à la disposition des plus faibles des vaccins afin que les populations puissent bénéficier des mêmes soins. Il a lancé un appel à plus de solidarité afin que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les violences, il a demandé une grande solidarité
Il a demandé aussi plus de démocratie. Le débat général se déroulera jusqu'au 27 septembre, date à laquelle la ministre Kandia Camara portera la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Sur le sol ivoirien, la commission électorale indépendante CEI fait le bilan de ses activités, spécifiquement celles menées avec le PNUD. Les deux entités se sont retrouvées à Yamoussoukro pour faire un point général. Sidonie Davila. La commission électorale indépendante et ses partenaires techniques et financiers satisfaits d'un dénouement positif des élections en Côte d'Ivoire. De la présidentielle en octobre 2020 aux législatives en mars 2021, c'est un processus électoral qui est bouclé. La CEI dresse le bilan de ses activités avec ses différents partenaires pour renforcer son système. C'est dans ce cadre que se tient l'atelier bilan du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, PASS. Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas de faire une évaluation de la CEI, puisqu'on n'en a pas le mandat, et encore moins du processus électoral. Mais il s'agit ici de dresser le bilan des activités réalisées conjointement avec la CEI dans le cadre d'un partenariat fructueux afin de déterminer ce qui a marché, ce qu'on aurait pu faire mieux, mais également ce qu'on n'a pas pu faire, afin de tirer les leçons pour la suite et la période entre deux élections. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la Côte d'Ivoire ont signé le 30 janvier 2020 un programme d'appui au cycle électoral PASS. C'est cet accompagnement des partenaires extérieurs à travers le PNUD qui a permis à la CEI d'atteindre ses objectifs. Nous connaissons tous le contexte dans lequel s'est déroulée l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les élections législatives de mars 2021, plus inclusives, plus transparentes et généralement sans violence, ont démontré d'une certaine manière la maturité technique des institutions et organes impliqués dans la gestion des élections en Côte d'Ivoire. Je félicite la commission électorale indépendante et l'encourage à pérenniser ses acquis. On s'est inscrit dans ces projets en tant qu'équipe Europe, Team Europe, parce qu'on pense que c'est important de vous accompagner. La démocratie et la paix, et vous le savez très bien, c'est quelque chose qui n'est jamais un acquis. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. La détermination et le professionnalisme de la CEI reconnus et salués pour le président de l'institution, Ibrahim Koulibaly Kubière, l'heure du bilan est aussi l'heure de la reconnaissance. C'est le lieu de vous exprimer ici ma très sincère gratitude et celle de tous les membres de la commission électorale indépendante. Je voudrais profiter de cette opportunité pour réitérer ma reconnaissance au système des Nations Unies et particulièrement au PNUD. Nous avons certes connu des écueils. Il n'en demeure pas moins que nous avons engrangé des succès francs et des acquis indéniables. Il est à notre avantage, donc, dans la suite logique de notre coopération, de marquer un arrêt. Les travaux de cet atelier sur le bilan du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, dénommé PASS, se tiennent du 22 au 24 septembre. Partenaires financiers, chancellerie, groupements politiques, corps préfectoral, sécurité, société civile, tous participent à cet atelier conjointement organisé par le PNUD et la CEI. Le Conseil national des droits de l'homme a remis au président Alassane Ouattara son rapport annuel 2020. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès en matière de droits humains. Cependant, le Conseil a fait des recommandations telles que le renforcement des plateaux techniques des établissements sanitaires et la suppression du paiement pour établir un certificat médical dans les cas de violences basées sur le genre. C'est Forazegui. Avant de rendre public son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Namizata Sangaré, la présidente du CNDH, l'a remis au président de la République par l'intermédiaire de Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République.
Namizata Sangaré relève que malgré la pandémie de la Covid-19, des progrès ont été réalisés en la matière. Ce rapport note cependant que des violations des droits de l'homme ont eu lieu pendant l'élection présidentielle et la crise sanitaire de 2020. 2020 a été assez difficile sur le plan des droits civils et politiques avec les élections que nous avons connues, avec son corollaire de violence, et aussi sur le plan des droits économiques, socio-culturels avec la pandémie à coronavirus qui ont entravé plusieurs droits, notamment le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. En réponse à ces violations des droits humains, l'institution fait des recommandations au gouvernement. Il s'agit entre autres de renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires et réduire le coût du certificat médical pour les cas de violence basés sur le genre. Le certificat médical est aujourd'hui un frein pour les femmes qui sont victimes de violences, d'ester en justice. Nous avons demandé au gouvernement de faire en sorte de revoir avec les différents ordres pour que ce coût baisse et mieux mettre en place un programme pour rendre gratuit le certificat médical. Au nom du président Alassane Ouattara, Gilbert Kafana Koné félicite le CNDH pour le travail accompli. Il revient tout de même sur les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire afin de permettre aux citoyens de jouir de leurs droits fondamentaux en période électorale et de crise sanitaire. Il est à noter qu'à l'exception du maintien de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021, toutes les autres mesures restrictives des libertés fondamentales individuelles ont été levées. Je voudrais en outre réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement à poursuivre son plan de construction de juridictions et de maisons d'arrêt conformes aux standards internationaux afin de juguler la question de la surpopulation carcérale. D'autres recommandations plus générales qui visent à améliorer la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, tant sur le plan juridique, social, politique qu'institutionnel, ont été formulées par le CNDH. Dans la région du Bounkani, les cadres unissent leurs efforts pour la sensibilisation et la prévention du terrorisme. Le conseil régional a initié un colloque sécuritaire régional. Il appelle à une franche collaboration entre population et forces armées ivoiriennes. Herman Yamia. Cette situation inquiète les populations qui vivent désormais dans la peur, malgré la présence des forces de défense et de sécurité ivoiriennes dans la localité. On ne sait pas qui est qui, nous vivons là-bas dans la crainte, on a vraiment peur, mais on fait avec. Il n'est pas écrit sur le front de qui que ce soit djihadiste. Donc la nuit, les gars mènent les opérations, va savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans. C'est pour envisager des pistes de solutions afin d'endiguer ce mal que le conseil régional du Bounkani a convié les leaders de communautés, de jeunesse, les guides religieux, les autorités politiques et administratives, ainsi que les forces de l'ordre à ce colloque sécuritaire régional. On ne demande pas à la population de s'ériger en force de défense et de sécurité. On ne demande pas à la grande population du Bounkani d'aller attaquer ou riposter face à ces individus armés et dangereux. On demande à la population du Bounkani de nous donner sa perception de ce phénomène. Il nous faut trouver le moyen de créer cette harmonie entre les populations et les acteurs premiers, les responsables premiers de la riposte à cette menace terroriste. Selon Yen Philippe, pour gagner les populations à leur cause, ces terroristes leur font croire qu'ils n'ont pas affaire à elles, mais plutôt aux forces de défense. Pourtant, à cause de leurs exactions à la frontière ivoiro-burkinabé, la ville de Teini a accueilli ces derniers jours près de 1500 Burkinabés qui ont fui leur pays pour se réfugier en Côte d'Ivoire. Il invite donc les habitants de cette zone à rester sourds à leurs propositions en entretenant une franche collaboration avec les forces armées ivoiriennes. La pluie a fait des dégâts à Nassian, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Un pont situé sur la route principale menant au département a cédé. La ville n'est plus accessible et les populations sont dans le désarroi. Elles appellent les autorités compétentes à les sortir de cet enclavement. Un bateau zone centre-est de la Côte d'Ivoire a connu des heures chaudes suite à une altercation entre deux jeunes gens. La ministre de la Culture, fille de la région, s'y est rendue pour calmer les esprits et éviter un embrasement de la situation. Franck Wadio.
Le ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle à Mbato, région du Moronou. L'émissaire du gouvernement en compagnie des autorités administratives venues parler de paix et de cohésion. En effet, la localité a été récemment le théâtre d'altercations entre jeunes soldés par un blessé. Dans un contexte social fragile, les envoyés du gouvernement ont réaffirmé la nécessité d'éviter tout trouble ou tension à même de menacer la paix sociale. La ministre Arlette Badou a donc rendu visite aux blessés qui se rétablit progressivement afin de lui exprimer sa solidarité illustrée par un soutien financier. La victime s'en est sortie, l'esprit de cohésion et de paix a prévalu. Nous avons une situation d'accalmie que nous avons saluée et nous avons félicité tous les acteurs. En premier lieu, monsieur le préfet du département, toute la chefferie et la jeunesse, les cadres qui se sont impliqués fortement pour nous éviter le pire. Nous avons demandé d'œuvrer plutôt à la cohésion pour profiter du développement durable amorcé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La délégation n'a pas manqué de rendre aussi visite aux autres acteurs du conflit avec le même message, plus jamais ça. Pour la préservation de la cohésion sociale, tous ont alors pris l'engagement de contribuer à garantir ici l'unité pour un développement communautaire harmonieux. Le Lodjibois également sensibilise au vivre ensemble et à la cohésion pour rapprocher les populations. Le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement a eu l'idée d'instituer des journées socio-culturelles et sportives. Elles sont à leur 5e édition. Abou Sanogo. 14 villages de la région du Lodjibois communient autour des valeurs de cohésion, de paix et de solidarité. Le mouvement politique et les nouvelles énergies à la 5e édition des journées socio-culturelles et sportives AGC 2021 dans le village de Sacracro. Une édition marquée par la pose de la première pierre de l'école primaire publique Amadou Gon Coulibaly, avec la mise à disposition de 5 tonnes de ciment pour le démarrage des travaux, d'un coût estimé à 25 millions de francs CFA pour un bâtiment de 3 classes. Elle ouvrira ses portes à la rentrée prochaine pour remplacer la paillote qui servait jusque-là d'école pour ce village. Un engagement avait été pris par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de doter cette zone d'une école. Donc nous sommes venus cette année pour réaliser cet engagement-là. Des kits scolaires et des semences ont été distribués aux meilleurs élèves et aux paysans. Il faut faire confiance à une personne et à la personne du président Alassane qui n'oublie personne dans sa vision. Alors je demande à mes frères, je demande à mes enfants qui allons bénéficier de cette école-là de le prendre au sérieux et d'étudier pour l'avenir de ce pays. Pendant plus d'un mois, des villages de cette localité ont été visités par les membres des énergies nouvelles pour une sensibilisation massive à la cohésion et à des actions de promotion de l'autonomisation financière des femmes et des jeunes. Le tournoi de football a vu le sacre de l'équipe de Sacracro dans les épreuves de tir au but, s'adjugeant ainsi le trophée Alassane Ouattara pour la cohésion sociale et la solidarité. Les parlementaires de l'UEMOA, membres du comité interparlementaire CIP-UEMOA, se sont donné rendez-vous à Bamako, la capitale malienne. L'objet de la rencontre, leur contribution à la concrétisation de la mise en marche de la monnaie unique ECO en 2027. Amadou Ouattara. Prévue pour 2020, la mise en marche de la monnaie unique ECO dans l'espace CEDEAO va vers une évidence. Elle n'aura pas lieu cette année. Désormais, 2027 est dans le viseur des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le CIP-UEMOA, comité interparlementaire de l'UEMOA, à travers la réunion de ses sous-comités politiques, économiques, financières et monétaires, ainsi que celui des politiques fiscales, douanières et commerciales, réunis à Bamako, ont analysé 5 jours durant les moyens à mettre en œuvre pour booster le projet de création de l'ECO. Au terme de leurs travaux, ces sous-comités du CIP-UEMOA ont fait des recommandations. Entre autres, le renforcement de la communication sur le processus d'implantation de l'ECO et la sensibilisation des populations, l'association des parlementaires de l'UEMOA dans le processus de création de l'ECO,
le renforcement du processus en cours d'harmonisation des réformes relatives aux interventions de la Commission dans le domaine de l'union douanière avec celles de la CEDEAO et de la ZLECAf. Au vu des avancées de cet important projet communautaire et économique qui entre dans la vision du chef de l'État ivoirien, le président du CIP UEMOA n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, dont le pays, la Côte d'Ivoire, est le leader de l'espace UEMOA. Dans la cacaoculture, le swollen shoot, la maladie du cacao, a conduit le Conseil Café Cacao à mettre en place un programme d'arrachage intensif de parcelles contaminées. 100 000 hectares sont visés. Les experts se penchent alors sur des solutions pérennes. Mais très concrètement, qu'est-ce que la maladie de swollen shoot? Le swollen shoot, c'est une maladie qui affecte le verger cacao, qui le détruit. Le swollen shoot, comme son nom l'indique, impacte la production. Les baisses de production sont de l'ordre de 25% la première année, 50% la deuxième, enfin mort du cacaoyer 3 à 5 ans après, à titre d'illustration. Donc à partir de 16 maintenant, ça commence à diminuer. Bon, en 2019, 2020, même vraiment, je n'ai rien. Pour avoir même 2 segments, j'ai des 1000 problèmes. Et ce sont les sociétés qui ont regardé ma plantation, que c'était la maladie qui est en train de détruire ma plantation. Son seul remède à ce jour, l'arrachage des plants infectés. Janvier 2018, lancement du programme à Oku-Kofikoro dans le département de Bouaflé. Objectif, arracher 100 000 hectares de plants infestés sur 3 ans. En août de la même année, à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire, les 2 directeurs généraux, Yves Brahima Koné du Conseil Café Cacao et Joseph Boahin Aïdo du Ghana, Cocobord, lancent conjointement l'opération d'arrachage des plants. Le Ghana va mener la lutte à la frontière. Si nous ne menons pas la lutte conjointement à la frontière, les plants qui vont être plantés au Ghana seront atteints par le virus qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. 3 ans après, la partie ivoirienne a fait son bilan. 105 000 hectares de plants sont arrachés contre 100 000 initialement prévus. Malgré cette performance, des poches de maladies sont encore présentes dans les zones de production. L'atelier invite à la poursuite de la sensibilisation des producteurs et à l'arrachage des plants sur une superficie de 70 000 hectares pour les 2 prochaines années. On va maintenant se rendre au 5e Salon international de la géomatique. Elle porte cette année sur l'apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises. Grace Kando nous en dit davantage. 3000 participants issus de 15 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, attendus pour la 5e édition du Salon international semi-virtuel de la géomatique édition 2021. La géomatique consiste à collecter, traiter et diffuser des données géographiques. Au menu de cette première journée, des panels sur les nouvelles sources de revenus pour les collectivités en période de crise. En point d'orgue, le projet e-commune développé par le CNTG qui permet l'accroissement des ressources. C'est un projet qui est vraiment payant. Nous avons pu multiplier nos recettes par 2 en adhérant à ce projet, en faisant le recensement de tous nos contribuables et en les identifiant, en les géolocalisant. Avant le projet, nous étions autour de 400 à 500 millions par an en prévision budgétaire. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard, 1,1 milliard avec le projet. Au regard de ces résultats, le directeur général de l'UVICOSI invite les collectivités à s'approprier cet outil de bonne gouvernance. Le concept e-commune suscite un intérêt chez les participants internationaux. La Côte d'Ivoire a pris de l'avance. Nous, au Niger, nous sommes venus ici pour prendre ces solutions et aller les appliquer. Nous sommes convaincus que l'utilisation de ces solutions digitales permettront à terme d'améliorer les ressources et d'en créer des nouvelles. Le projet e-commune, c'est un projet qui date de près de 4 ans. Nous sommes à l'apogée de ce projet déjà, où des communes ont expérimenté cette méthodologie et qui donne des résultats. Aujourd'hui, c'est une séance de partage, d'explications techniques, des procédures qui existent. Il y a vraiment la transparence, il n'y a plus de déperdition. Mais en même temps aussi, c'est très important parce que les communes auront plus de ressources de cette façon, de manière cartésienne, pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. La géomatique 2021 innove avec le concours de la meilleure technologie des petites et moyennes entreprises du secteur de la géo-information. Le prix de la meilleure exposition virtuelle sera également attribué.
Dans l'actualité sanitaire, quel est le point de la situation face à la maladie à coronavirus? Voyons les chiffres du ministère de la Santé. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 169 nouveaux cas de Covid-19, 105 personnes guéries et 9 décès. 1 836 904 doses de vaccins ont été administrées. Toutes les personnes de plus de 18 ans sont invitées à se faire vacciner. C'est gratuit et volontaire. Dans l'actualité internationale, pour terminer, ils ont été alliés avant de s'affronter sur l'échiquier politique. Le président béninois Patrice Talon et son prédécesseur Yahi Boni se sont rencontrés ce mercredi. Lors de ce tête-à-tête qui a duré 1 heure, l'ex-chef de l'État a exposé à son successeur une série de propositions et de demandes portant notamment sur la libération des détenus politiques, dont la candidate investie de son parti qui a été recalée puis incarcérée depuis mars dernier sur accusation de financement du terrorisme. Les deux hommes, depuis la passation du pouvoir en 2016, se sont déjà rencontrés à 2 reprises. Voilà pour ce soir. Merci de suivre RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.